On peut très rapidement oublier qui l'on est jusqu'au jour où l'on ouvre les yeux et tout d'un coup on se rend compte qu'on n'est pas là où on doit être. Quand j'ai eu 10 ans, mes parents se sont séparés, ont choisi de divorcer et ma mère est partie dans le sud de la France alors que mon grand frère et moi, on est restés avec mon père dans la Somme, là on a grandi. Mon père a beaucoup souffert de cette séparation, il est tombé dans une dépression et moi j'ai ressenti sa souffrance au quotidien. Et j'ai voulu faire les choses de façon très parfaite et pour pouvoir être indépendante très tôt et ne pas faire souffrir mon père davantage. J'ai choisi de devenir pilote de chasse de façon consciente à cette époque-là. Ce que je voulais, c'était un métier qui me permette d'exprimer mon goût pour l'action, pour l'aventure, la découverte. Inconsciemment, ce choix de devenir pilote, il a été orienté par mon père, qui lui-même était pilote. À 20 ans, j'intègre l'école de l'air de Salon-de-Provence. Le problème, c'est que j'apprends que j'ai une scoliose et je suis déclarée inapte pour le métier de pilote de chasse. Donc je décide de quitter l'armée de l'air et à 23 ans, j'intègre la gendarmerie nationale. Et là, je suis lieutenant et je me retrouve en poste de commandement à 24 ans dans le nord de la France, à Roubaix, où je suis en charge de 150 gendarmes. J'étais vraiment quelqu'un d'hyper cadré, vraiment sur des rails, quoi. Il y avait rien qui dépassait, j'avais ma carrière et je me posais pas de questions sur l'après. Donc ce qui me fait qu'à 25 ans, je me retrouve mariée dans cette carrière qui est toute tracée. Mon père meurt quand j'ai 28 ans. Donc ça a été très violent parce qu'il y a la souffrance d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime énormément. Mais en plus, ça a été violent parce que je me suis rendu compte que je m'étais complètement égarée et que justement j'avais oublié de me poser les bonnes questions sur qui j'étais. Je savais que je n'étais pas à ma place. Et finalement, les rails dans lesquels je m'étais lancée, tout simplement, cette vie, c'était pas la mienne. Et je me retrouve en face d'une femme que je ne connais pas. Et cette femme, pourtant, c'était moi. Alors évidemment, j'ai côtoyé mes souffrances les plus profondes, mais en même temps, tout simplement, j'ai renoué avec mes rêves, qui étaient mes rêves de petite fille, donc des rêves de voyage, de découverte, d'aventure, de nature. Et je me suis dit, plutôt que d'en rêver, je vais réaliser ces rêves. Et donc, j'ai tout largué. J'ai divorcé, j'ai démissionné et j'ai construit mon premier grand voyage, ma première grande aventure qui m'a amenée à vivre l'extrême-orient de la Sibérie, au Kamtchatka, avec un peuple nomade éleveur de rennes qu'on appelle le peuple Tchoukch, qui chaque été réalise une grande transhumance jusqu'à la mer de Bering. Ils étaient 11 et moi j'étais la 12e. Je les ai rejoints. Ils avaient un troupeau de 2500 rennes. Je suis à la veille de mes 30 ans et je pars seule. Je suis restée 3 mois et pour moi, ça a été une expérience fabuleuse. Et j'étais d'autant plus heureuse avec rien, c'est-à-dire en revenant à l'essentiel. La chose la plus forte que je découvre, c'est vraiment la certitude d'avoir fait le bon choix et sans le savoir, d'être allée là où je devais aller. À la fin de ce premier grand voyage, qui a vraiment été mon voyage initiatique, où je me suis découverte telle que j'étais, j'avais la certitude qu'il fallait que je continue dans cette voie. J'ai passé beaucoup de temps dans l'Himalaya, où j'ai vécu avec des nonnes bouddhistes. Et l'été dernier, j'étais au Tibet oriental, que j'ai traversé à vélo. Après avoir passé plusieurs années à voyager seule, c'est super mal. J'ai rencontré mon compagnon qui a tout de suite compris ma démarche. On a fait un voyage ensemble au Kyrgyzstan qu'on a traversé en courant et à vélo. Il me comprend. Et quand on arrive à trouver quelqu'un qui comprend tout simplement qui l'on est, c'est ce qu'il y a de plus formidable dans une vie de couple. Ça fait 6 ans que je voyage aujourd'hui et je pars entre 3 et 6 mois chaque année. La plus belle leçon que je retiens de tous ces voyages, c'est que cette voix intérieure que j'ai ignorée pendant des années, plus jamais je la réprimerai et je continuerai de m'écouter.
Je suis convaincu que l'histoire de Linda a provoqué des choses chez vous. Je présente mes camarades avant votre réaction, qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc Aude et Luc. Bonjour. Qu'est-ce que vous éprouviez quand vous écoutiez cette histoire? Ah, c'est fou, parce qu'on se connaît pas, mais on a la même histoire. Donc Elle résume en 5 minutes ce qu'on vient de se raconter. Exactement. Donc il y a une forme d'universalité et les mots sont les mêmes. Hein. Je ne me suis pas écouté, je me regardais dans la glace, je ne connaissais pas cette personne. J'étais sur des rails. C'est assez fascinant. C'est fascinant, ouais. Ça résonne beaucoup. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça converge complètement avec ma propre histoire. Ouvrir les yeux. Ah oui, clairement. Parce qu'en fait, dans votre cas, donc là, on voit qu'effectivement, elle avait ce destin tout tracé. À 24 ans, elle dirigeait 150 gendarmes. Wow. Et donc aujourd'hui, elle fait ses voyages qui sont si particuliers. Et ces voyages, c'est quoi? Elle a fait combien de voyages, en fait? Alors, depuis 2011, elle a fait 6 voyages extraordinaires. Alors, des voyages, on a vu dans quelles conditions. Hein. C'est pas les petits voyages, c'est vraiment des expéditions. Organisés. Non, c'est des vraies expéditions. Donc, le premier, elle en a parlé dans le reportage, c'est celui au Kamtchatka, donc dans l'est, à l'est de la Russie, en Sibérie. Là, elle est partie, elle ne parlait pas un mot de russe quand même. Hein. Quand ils l'ont vue arriver, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ici ?» en fait. Et les Russes parlent très bien français, c'est cool. Évidemment, donc elle n'a eu aucun problème à interagir avec eux. Donc là, elle est partie pendant 3 mois avec ces éleveurs de rennes qu'on a vus, les tchouches. Tu les connais, les tchouches? Je ne les ai pas rencontrés. Voilà. Mais je sais qu'ils existent. Et bien, en tout cas, moi, je trouve que les images sont magnifiques. Et elle a réalisé là-bas qu'il fallait qu'elle arrête de ressasser le passé parce qu'au départ, elle a quand même divorcé, elle a changé totalement de vie. Donc, elle a eu du mal à se accepter l'idée que c'était une décision qui lui ressemblait. Exactement. À cet endroit-là, elle s'est dit maintenant, je vais vivre le moment présent. Là, on la voit, hein, c'est quelques photos avec les fameux tchouches et leurs reines. Donc, c'est pour cette transhumance pour laquelle elle est partie pendant 3 mois. Ici, elle est en Alaska. Juste après, elle est partie en Alaska, juste avant l'hiver. C'est pas son truc, les transats, la plage. Non, la République dominicaine ou je sais pas. Voilà, non, elle est pas trop. Elle part en Alaska et donc là, elle est partie là-bas juste avant l'hiver. Donc il a neigé, il faisait quand même parfois jusqu'à moins 15 degrés et elle se retrouvait la nuit à camper dans la forêt. Dans la neige, en n'étant pas tout à fait sûre que les ours étaient vraiment repartis dans leur tanière. Les loups, moi j'aurais peur des loups. C'était plutôt les ours, mais bon, elle n'en a pas croisé au final. Ensuite, alors ici, où elle est, à votre avis? Allez, j'en mets une autre un peu plus simple. C'est l'Himalaya? L'Himalaya. Oui. Elle est dans l'Himalaya. Elle est partie à 2 reprises là-bas, donc à chaque fois en passant plusieurs mois d'abord avec des nonnes bouddhistes et puis ensuite en partant en trek, elle partait toute seule. Et donc là, on la voit. Je trouve qu'elles sont magnifiques toutes ces photos. C'est sur ma liste. Hein. Sublime. C'est sur votre liste. C'est sur ma liste. Hein. Et bien voilà. Justement, elle va vous expliquer quoi, Linda? Comment on se prépare à ces voyages? Eh bien oui, comment on se prépare? Alors elle dit que c'est assez étonnant finalement parce que quand on a ce genre de projet, on imagine que ça va être compliqué à financer. Elle, dans son cas, c'est pas ça qui était le plus compliqué parce que finalement les sponsors sont arrivés assez facilement. Mais en revanche, il faut avoir une condition physique incroyable. Quand elle est partie dans l'Himalaya, elle marchait entre 8 heures et 10 heures par jour. Parfois 10 jours d'affilée sans croiser âme qui vive. Donc quand elle est ici, elle court 4 à 5 fois par semaine, un peu comme nous. Hein. Voilà. Elle court des marathons. Dans vos rêves. Comme Julie et moi, dans nos rêves, exactement. Elle court des marathons et puis elle a eu un entraînement à l'armée. Ah oui. Voilà, donc elle est quand même formée à un passé militaire qui l'aide pour tout ce qui est survie. Et elle dit, c'est très drôle, que elle a l'impression de courir plus de risques en étant dans les grandes villes comme Paris qu'en étant seule au milieu de la toundra. Voilà. Ouais. Ça, elle dit, en fait, on apprend à écouter le silence. Et en écoutant le silence, on renoue avec ses sens finalement. On se reconnecte à ses émotions et à son fort intérieur en réalité. Oui, puisqu'on a compris que dans son cas, comme dans les histoires que vous nous avez racontées, eh bien, vous ne vous étiez pas écouté. Et en fait, on est des milliards sur cette planète à ne pas s'écouter. C'est quelque chose qu'on connaît tous. En fait, à ne pas s'écouter, c'est le corps qui nous le rappelle. Ouais. Et alors, elle va repartir, j'imagine? Alors oui, elle va repartir, mais pas tout de suite. Parce que elle a réalisé quand même, grâce à tous ses voyages, elle a rencontré plusieurs aventuriers qui s'étaient déconnectés depuis plusieurs années, qui avaient un peu perdu la boule, c'est comme ça qu'elle le dit. Donc elle veut rester quand même ancrée dans le réel et rester connectée à ses proches. Donc elle a son camp de base à Paris, où elle revient régulièrement, donc avec son nouvel amoureux qu'elle a rencontré en Pologne. Et en ce moment, elle fait une pause, alors vous allez voir, hein, une pause un peu particulière. Mais en tout cas, elle fait une pause pour transmettre. Donc elle a écrit 2 livres, dont le dernier, L'audace nous rendra libres. C'est un mot
qui est devenu à la mode il n'y a pas si longtemps. Ouais, Wow. exactement. Qui fait L'audace. peur, mais qui rend libre parce que elle, voilà, ce que ça lui a apporté tout ça, c'est la liberté. Pour elle, elle résume tout en expliquant que c'est la liberté. L'audace nous rendra libre. C'est encore un mot qu'on a employé tout à l'heure. C'était, vous avez oscillé dans votre existence finalement entre le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Aujourd'hui, vous avez choisi la liberté, Totalement. comme Linda. Et cette audace, c'est justement au cœur de son tout dernier défi. Oui, parce que je vous ai dit qu'elle faisait une pause, mais en réalité, c'est elle qui dit ça, hein, qu'elle fait une pause. C'est une pause un peu particulière, vous allez voir, parce que sa pause, c'est ça en fait. Elle s'est lancée un défi, cette fois-ci en France. Donc Pendant la pause, elle fait c'est le une Tour de pause pendant des voyages. Un petit pays. Mais voilà, donc c'est un reste peu moins de modeste. 2000 km en courant à travers la France qu'elle va sillonner jusqu'au 11 juillet. Elle vient de partir là. Elle va partir, elle va passer par Poitiers, Pessac, Lourdes, le Chez moi. sud-ouest. Elle va remonter jusqu'à Carcassonne, voilà, après vers Lyon. Et puis elle finira, elle va repasser par Reims, par chez moi quand même un peu. Et puis elle finira donc le 11 juillet à Paris. La route Et- des vins, quoi, un peu. Ouais, voilà, Je sais on pas peut si elle dire aura ça. le temps, Mais hein. elle appelle ça le Tour de France de l'audace. Hein, que là, dans un voilà. autre, Elle dans va un marcher autre ou elle genre. va courir? Elle va courir 40 km par jour. Voilà, hein, quasi Ça, ça bien. s'appelle une pause. 40 km par jour. Donc près de 2000 km en 2 mois. Et pendant ces jours de repos, devinez ce qu'elle va faire. Elle va pas se reposer, elle va donner des conférences sur l'audace. Elle va aller à la rencontre de gens qui, comme elle, ont été audacieux, qui ont osé aller contre le conformisme. Donc, vous pourriez tout à fait la rencontrer pendant ce Tour de France. Et donc, elle va aussi animer un blog. On vous mettra toutes les informations sur le site de Mylène Vie si vous voulez suivre son aventure, si vous voulez aussi voilà, lui raconter votre histoire. Elle est preneuse justement de plein de récits des 4 coins de France C'est ce qu'on cette appelle fois. quelqu'un d'inspirant. Waouh. Elle est très inspirante. Bon, on l'embrasse très fort, Linda. Ouais. On vous suit, on vous À accompagnera Paris. pendant une étape, 40 km. Hein, Luc, une petite étape, 40 km. Ça me va.